Bonjour à toutes et à tous, Olivier Vogetta en direct de Byron Bay. Aujourd'hui, pour le podcast d'Olivier, je vous propose l'enregistrement Philo Bistro de l'émission qu'on en a fait avec Philippe Besson, un auteur monumental et prolifique qui sort un livre par an environ et dont le dernier livre s'appelle Arrête avec tes mensonges. C'est un livre formidable qui a été traduit dans plusieurs langues et aussi transformé en film. Voilà, je vous laisse avec Sophie Le Bistrot depuis Byron Bay et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez ce soir. Et bonjour Philippe Besson. Bonjour. Je suis heureux, très heureux, et le mot est faible, de vous recevoir à l'occasion de ce premier Philo Bistro de l'année. Alors, je ne sais pas si vous êtes plutôt du matin ou du soir. Alors, il est tôt à Paris, il est 8h30. Vous avez un café, tout est bon? Ça va, j'ai pris le café, j'en ai un deuxième qui m'attend, tout va. Je vais tenir, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Parfait, parfait. En tout cas, je me rappelle avec plaisir de notre rencontre au Deux Magots en janvier à Paris, quand vous Hmm. veniez présenter votre livre Ceci n'est pas un fait divers. Et il y avait beaucoup de monde, j'ai attendu que la foule se dissipe patiemment, puisque tout le monde est venu vers votre table en fin de présentation. Et ma patience, moi qui ne suis pas patient, a payé, puisque voilà, je vous ai parlé, j'ai eu ce premier contact. Après, vous m'avez gentiment présenté à votre équipe d'attachés de presse. Je crois qu'on peut appeler ça comme ça, une équipe. Et vous êtes là aujourd'hui avec nous ce soir, et j'en suis ravi, et j'espère que tout le monde ici également. En tout cas, c'est un événement exceptionnel, donc en audiovision quasiment entre la France et l'Australie. Vous n'êtes pas venu en Australie, il faudra venir nous voir incessamment sous peu. C'est un superbe pays. Et en attendant, on est là pour parler du film Lie With Me, donc adaptation de votre best-seller Arrête avec tes mensonges, mais aussi du reste. Donc la partie immergée, vous avez une grande part de mystère, et j'espère qu'avec l'aide des auditeurs aujourd'hui, on va essayer d'éclaircir un peu cet épais mystère autour de vous et d'en savoir un peu plus sur vous, sur votre personne, sur votre carrière, bien sûr, et sur tout le reste aussi. Donc en ligne, nous avons des Français, mais aussi des francophiles et des étudiants en français de toutes les alliances d'Australie, y compris de Sydney. Euh, donc je vais commencer par faire un petit portrait de vous, Philippe, si vous voulez bien. Et puis, ce sera la meilleure façon de se lancer. Donc, Philippe Besson, donc vous êtes né dans les années 60, à la fin des années 60, en Charente, hein, à Barbezieux, un petit village de 5000 habitants dans le sud-ouest de la France, entre Angoulême et Bordeaux. Votre père est instituteur et directeur de l'école dans laquelle vous êtes. C'est un taiseux, et vous direz qu'il a été avec vous davantage un directeur d'école qu'un père. C'est bien ça? Je ne me trompe pas? Oui. Oui. Vous êtes un bon étudiant. Oui. Vous suivez la voie royale, typiquement française, donc terminal C, prépa HEC, école de commerce, DESS, et j'en passe. Et puis vous montez à Paris. Vous devenez directeur ressources humaines entreprise avant de sortir votre premier roman suite à une déception amoureuse. Donc le roman s'appelle En l'absence des hommes, ça sort en 2001. Et depuis, vous êtes devenu un écrivain incontournable de la scène littéraire française, et vous avez un roman qui sort à peu près tous les ans. Et tous les ans, c'est formidable, c'est un carton. Et de fait, vous faites partie des 20, des 20 auteurs les plus lus en France. J'ai vu un article récemment. C'est pas rien, ça, quand même, d'être dans le top 20 des écrivains en Oui, France. ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et quand vous aviez 17 ans ou quand vous étiez plus jeune, auriez-vous seulement rêvé d'avoir une destinée pareille, celle d'un écrivain de ce standing, avec traduit dans une vingtaine de langues? Est-ce que vous imaginez tout ça? Et quel sentiment vous inspire votre parcours 20 ou 30 ans plus tard? Non, c'était pas concevable pour moi parce que, précisément, comme vous le disiez, moi, j'étais le fils de l'instituteur.
Et pour mon père, le salut venait des études. Nous devions, mon frère et moi, prendre l'ascenseur social, avoir une meilleure vie que lui et que ma mère. Et donc, il fallait que nous fassions des études longues, si possible, prestigieuses, si possible, pour avoir un métier voilà, honorable, un contrat de travail, un bon salaire, etc. Donc, moi, j'ai été élevé dans cette optique-là. Et comme j'étais un bon élève et un fils obéissant, j'ai obéi. Et donc, je suis entré dans cette carrière professionnelle et je l'ai fait d'ailleurs sans difficulté, sans regret particulier, en me disant oui, bah, c'est ça le monde qui m'attend et j'y vais. Voilà. Et j'ai exercé donc effectivement une fonction dans les ressources humaines et de juriste pendant une dizaine d'années. Là aussi, presque avec bonheur. Enfin, en tout cas, c'était pas une contrainte, c'était pas douloureux pour moi. Et donc, les livres n'étaient que une chose, comment dirais-je, oui, lointaine, parce que c'est vrai que quand j'avais 16-17 ans, j'écrivais des petites choses, des petits textes, mais comme on le fait souvent à cet âge-là, et puis j'y avais un peu renoncé. À l'âge de 22-23 ans, j'ai commencé à écrire des lettres. C'était l'époque lointaine où on écrivait à la main, on mettait des lettres dans une enveloppe, on mettait un timbre sur l'enveloppe et ça mettait 2 jours à arriver, vous voyez. Donc j'ai l'impression que je parle d'un temps que les moins de 2000 ans ne connaissent pas. Et j'ai écrit surtout une lettre par jour à la même personne pendant 10 ans. De sorte qu'effectivement, quand j'ai imaginé d'écrire le premier livre, ça ne m'a pas paru une montagne à gravir. J'avais tous ces mots derrière moi et ce geste de l'artisan presque qui s'était construit avec les années. Alors après, pourquoi on se met à écrire un livre, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement on se souvient de ces 16 ou de ces 17 ans et que ce qu'on croyait ne pas être des regrets en devient. Peut-être qu'on se souvient qu'on a été un enfant imaginatif, avec une imagination très très débordante, puisqu'on en parlera sans doute, mais le titre « Arrête avec tes mensonges » est une phrase que prononçait ma mère quand j'étais enfant, parce que j'avais une grande propension à inventer n'importe quoi, à raconter n'importe quoi, mais j'y mettais tellement d'aplomb et de vraisemblance que ça finissait par être crédible. En tout cas, elle finissait par être très inquiète de ce que je lui racontais, parce que j'expliquais que des messieurs m'avaient emmené dans des voitures. Enfin, c'est des choses que les mères n'ont pas forcément envie d'entendre. Et donc, pour se débarrasser de son inquiétude, elle disait ça. Et donc, à 30 ans, je me suis peut-être souvenu de ça, de l'enfant qui avait son imagination, de l'adolescent qui écrivait quelques textes. Et puis surtout, j'étais, vous le disiez, dans une déception sentimentale. Alors, je ne dis pas qu'il faut être totalement dévasté par le sentiment amoureux pour écrire, enfin, disons que ça m'a aidé. J'étais aussi dans le décalage horaire, parce qu'à ce moment-là, je vivais au Canada, donc j'avais les 6 heures de décalage horaire, je vivais à l'hôtel, donc la distance géographique aussi et le décalage horaire m'ont sans doute donné une liberté que je n'aurais pas eu autrement, et je me suis lancé dans l'écriture du premier livre. Et donc voilà, à ce moment-là, quand je le fais, c'est vertigineux pour moi, et je ne pense à ce moment-là toujours pas que ça pourrait devenir ma vie. Je sais juste que quand j'écris les premiers mots du premier livre, ça me paraît déterminant et décisif, mais il y a un principe de réalité, c'est que très peu de gens vivent de leur plume, et il y a un autre principe de réalité, c'est que beaucoup de gens écrivent et ne sont jamais publiés. Et donc je me dis, je vais être dans ces catégories-là, je vais écrire, mais je ne serai pas publié, puis si je devais miraculeusement être publié, de toute façon, je ne vivrais pas de ma plume. Voilà, sauf que bon, les choses se sont passées autrement, tant mieux. Il y a beaucoup de chance dans tout ça, j'imagine, mais en tout cas, ça veut dire que quand j'ai 16-17 ans, non, c'est pas la vie que j'imagine. En revanche, quand j'ai 30 ans, c'est la vie que je décide d'avoir. C'est-à-dire que je bifurque très violemment. Et quand le succès arrive, heureusement, il arrive très vite, je m'arrime à ça, si je puis dire. Et donc là, ça devient ma vie. Voilà. Une locomotive. Oui. Donc, on comprend bien que vous avez eu une enfance et une adolescence plutôt heureuse, avec Oui. une famille aimante. Ce qui est terrible d'ailleurs, parce qu'en général, il faudrait toujours avoir des familles épouvantables pour régler ses comptes après. Enfin voilà, famille, je vouais. Exactement. Et moi, je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas eu cette chance d'avoir un père que je déteste, une mère qui soit odieuse, je ne sais pas quoi, une famille tarée. Enfin bon. Et donc, c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait justifier toujours d'un nombre incalculable de névroses et de je ne sais pas quoi et de violences subies pour pouvoir écrire. Non, moi, j'ai été un enfant heureux parce que très protégé. Vous évoquiez Barbezieux. Barbezieux, c'était presque une mégapole par rapport à l'endroit où j'ai vécu après. Parce que donc Barbezieux, c'est la ville où je suis né, où il y a 4500 habitants. Mais après, je suis allé vivre dans un petit village qui s'appelle Lamérac, où il y avait 160 habitants, vous voyez, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans.
Donc, c'était un univers extrêmement protégé. Il n'y avait pas Internet, Oui, évidemment, il n'y avait pas de oui, oui. téléphone portable, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait même pas la télévision, parce que mon père nous interdisait de la regarder. Donc, le monde extérieur n'existait pas. Moi, mon monde, c'était ma chambre, et puis depuis la fenêtre de ma chambre, les vignes, parce que j'ai grandi en Charente, donc là où on fait le pinot et le cognac. Et donc, il n'y avait que des vignes autour de chez moi. Donc, Mm, la vie, ça se résumait à ma chambre et aux vignes. Voilà. mm, mm, mm. Non, mais exactement, j'allais y venir. Donc, dans votre histoire, il n'y a pas il n'y a pas de père inconnu, il n'y a pas d'inceste, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de fausses terribles qui vous sont arrivées. Et donc, aucune excuse pour pouvoir vendre des livres et pour avoir ce talent, autre que votre talent, voilà, votre talent inné et travaillé. Et pour donner aux auditeurs donc, une idée de ce chemin parcouru, je vais juste me livrer à un exercice de liste un peu à la Pérec. Je vais juste lire rapidement tous les noms de vos romans. Donc Oula, les titres, d'accord. Donc j'ai le dernier que vous m'avez ok, gentiment signé. Je vais juste les lire dans l'ordre chronologique, juste pour qu'on les entende, d'accord. ok. En l'absence des hommes, son frère, l'arrière-saison, un garçon d'Italie, les jours fragiles, un instant d'abandon, se résoudre aux adieux, un homme accidentel, la trahison de Thomas Spencer, retour parmi les hommes, une bonne raison de se tuer. De là, on voit la mer, la maison atlantique, vivre vite, les passants de Lisbonne, arrête avec tes mensonges, un personnage de roman, un certain Paul Darigrand, dîner à Montréal, le dernier enfant, Paris-Briançon, et enfin, ceci n'est pas un fait divers. J'en ai pas oublié, la liste est Non, longue. c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est une nécro, mais en même temps, Oh, ce qui est bien, c'est que quand j'entends la sonorité des titres, je me dis il y a une certaine cohérence dans tout ça. Enfin, voilà, ça me paraît cohérent, oui. ces titres, ensemble. Oui. Justement, il faut quand même l'œil du spécialiste pour trouver l'unité dans la diversité de tous ces livres. Et je ne suis pas un spécialiste, mais avec vos livres, effectivement, on voit quand même le style distinctif et la thématique. Donc, vous écrivez beaucoup sur le manque, sur la privation, sur l'absence qui devient omniprésence, la tristesse qui ronge, la folie qui menace. C'est un peu la matrice de vos livres, presque Mm. malgré vous, j'oserais dire. Et puis, il y a des mots qui reviennent quand même dans vos titres, comme le mot homme. Mm. Euh, pour vous, c'est quoi cette unité qui lie tous vos ouvrages? Alors oui, je pense que pendant longtemps, cette unité, ça a été cette question de l'absence, de la disparition, de la mort, et puis de ce qui suit, c'est-à-dire le manque et comment on se débrouille avec ça. Il m'a fallu du temps pour me rendre compte, d'ailleurs, pour me rendre compte que c'était sur cela que j'écrivais. Il a fallu peut-être 10 livres, pour me rendre compte que c'était ça que je creusais, alors que pourtant, à chaque fois que je commençais un livre, j'avais l'impression d'aller dans un territoire différent, d'engager une narration différente, de choisir une géographie différente. Et je me disais, donc ça ne peut pas être le même livre. Et pourtant, il y avait des obsessions qui revenaient, dont celle-ci. Alors après, j'ai fini par m'interroger et par comprendre peut-être d'où ça venait. C'est-à-dire qu'il se trouve que moi, vous le disiez, donc je suis né en 1967, donc j'ai eu 20 ans à la fin des années 80. Et donc, j'avais autour de moi des amis, des amants qui ont eu 20 ans en même temps que moi, mais qui n'ont jamais eu 25 ans. Moi, je fais partie d'une génération qui a été un peu décimée et beaucoup de mes amis sont au cimetière. C'est comme ça, c'est la vie et voilà, parce que je suis né à ce moment-là et que c'est ça qui m'est tombé dessus. Et donc, je suppose que pendant longtemps, d'abord, on n'est pas préparé quand on a 25 ans à perdre les gens qu'on aime. Et puis ensuite, la seule occasion que j'avais de dialoguer avec eux, c'était d'aller justement sur leur tombe. Donc, ce que j'ai beaucoup fait, mais enfin, il y a un moment, le dialogue sur les tombes, c'est un peu compliqué. Je me suis dit, peut-être que j'ai une façon différente de les rejoindre, de les atteindre, c'est d'écrire des livres. Et je pense que je me suis mis à écrire des livres aussi pour ça, parce que j'avais envie de rendre ces absents présents. Je voulais contrer leur disparition. Je voulais faire en sorte qu'ils soient encore là, qu'ils soient vivants, que leur existence ne soit pas passée sous silence. On parle d'arrêter avec tes mensonges. Arrêter avec tes mensonges, c'est vraiment l'élément déclencheur du livre, par exemple. C'est-à-dire que je me souviens de cet amour de jeunesse qui s'appelle Thomas Andrieux. Et donc, j'apprends que Thomas est mort, qu'il a mis fin à ses jours.
Et je me dis, en fait, voilà une vie qui va être passée sous silence. Voilà une vie qui va être passée sous les radars, une vie passée inaperçue. Personne n'en saura rien, personne ne saura qui il était et ce que nous avons vécu. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu dans la clandestinité, dans le silence, le déni, la honte, et que donc du coup les choses ne se sont pas vues ni sues. Et moi, ça me rend fou ce genre de choses. Je me dis, c'est pas possible que cette vie était une vie vécue pour rien. Et donc, il y a l'envie de réparer quelque chose chez moi, oui, de réparer. Et c'est ça qui déclenche le livre. Et je pense que ça, c'est une des matrices de mon écriture, oui. C'est-à-dire que je me dis, il faut réparer. Vous parliez de Ceci n'est pas un fait divers, c'est pareil. C'est-à-dire que je croise un jour un jeune homme qui me dit, il faut que je te raconte mon histoire personnelle, c'est que mon père a tué ma mère. Et je lui dis, mais pourquoi ne pas m'en avoir parlé avant? Et il me répond, parce que la mort de ma mère emporte tout et que moi, je suis à côté. Et donc, moi, les gens qui me disent je suis à côté et ma vie compte pas, pour moi, déjà, il faut écrire quelque chose sur eux. Et puis après, il dit j'aurais pas les mots pour raconter l'histoire. Et là aussi, je pense que le romancier, il a quelque chose à faire qui est de raconter l'histoire pour ceux qui ne savent pas la raconter peut-être et de trouver des mots pour ceux qui n'en auraient pas. Bon. Et donc, c'est ça qui me guide, en fait, d'une certaine manière, dans l'écriture depuis longtemps, depuis presque le début, j'imagine. Et c'est marrant parce qu'effectivement, le premier livre s'appelle quand même En l'absence des hommes. Donc, il y a déjà le mot absence et le mot homme. Donc, je trouve d'ailleurs, une anecdote là-dessus, c'est que je trouve que c'est un très beau titre, mais il n'est pas de moi. Enfin, il est de moi parce que c'est une expression du livre, mais il y a une histoire, si je peux la raconter très vite, c'est que quand j'ai écrit ce premier livre, qui était donc mon premier livre, je ne connaissais personne dans le monde de l'édition, je l'ai envoyé par la poste, etc. J'ai eu la chance que plusieurs éditeurs s'y intéressent, bon, très bien, mais il n'avait pas du tout ce titre-là. Il avait un autre titre que moi j'aimais beaucoup et que personne n'aimait. Le titre, c'était Les corps offerts. C'est vrai que c'est un peu compliqué les corps offerts, ça, bon. Mais moi j'aimais beaucoup ce titre, personne n'aimait ça. Et donc on me suppliait de changer de titre, mais comme j'étais sûr que c'était le bon, je tenais bon. Et puis, vous savez, avant qu'un livre ne sorte, il y a des épreuves, etc. Bon, très bien. Et elles sont envoyées soit à des journalistes, soit à des libraires, des choses comme ça. Bon. Et donc, les épreuves de ce livre ont été envoyées à un libraire que je ne connaissais pas du tout. Il s'appelait Laurent Bonelli, qui est mort aujourd'hui, qui est mort jeune, d'ailleurs, qui est mort à 40 ans. Et Laurent, que je ne connaissais pas, m'appelle en me disant, je viens de lire votre livre et je l'aime beaucoup. Et donc, il me dit plein de choses très gentilles sur le livre, très bien. Mais il me dit, pourquoi avoir écrit un si beau livre avec un titre aussi mauvais? D'accord, je dis très bien. Donc, comme ce n'était pas le premier qui m'expliquait que le titre n'était pas bon, mais là où lui, il a été malin, c'est qu'il m'a dit, mais moi, je pense que le titre, il est hyper évident, il est dans le livre. C'est une expression que vous employez à un moment. Et donc, il m'a dit En l'absence des hommes. Et quand j'ai entendu En l'absence des hommes, j'ai trouvé que c'était effectivement un bon titre. C'est comme ça que c'est devenu le titre du premier livre. Ah, belle anecdote. Voilà. Comme quoi, on n'écrit jamais un livre tout à fait tout seul, hein. Non, il y a toujours des gens qui, à un moment, apportent leur regard et qui vous aident dans le chemin, sur le chemin. Oui. Mm. Très bien, très bien. Bah, merci d'avoir partagé cette anecdote. Je suis sûr qu'on n'est pas nombreux à la connaître. Vous avez parlé, donc on va parler de Arrête avec tes mensonges. Donc, vous avez donné quelques dates, enfin, ou en tout cas quelques faits. Donc, je vais les coupler avec des dates. Donc, 1984, rencontre de Thomas Andrieux. 2016, mort de T. Donc, T, c'est l'initiale que Thomas Andrieux deviendra dans votre œuvre. Donc, mort de T qui se suicide à force de ne pas pouvoir être lui-même, à force de renoncer à être soi. 2017, sortie du livre Arrête avec tes mensonges, et vous commencez à écrire une œuvre autobiographique, alors que vous n'aviez jusque-là écrit que des romans. Et 2023, sortie du film Lie with Me, donc Arrête avec tes mensonges. Donc vous étiez romancier et puis vous avez changé. Qu'est-ce que représente ce livre, Arrête avec tes mensonges, dans votre œuvre? Une suite logique, une continuation ou un nouveau départ, une nouvelle orientation, un virage à 180 degrés? Ou au contraire, l'officialisation et la mise au grand jour des fantômes qui peuplent tous vos livres? C'est un basculement à l'évidence. C'est-à-dire que jusque-là, effectivement, vous le disiez, moi, je n'avais écrit que des romans et ça m'allait très bien. C'est-à-dire que je me suis toujours défini comme un romancier, c'est-à-dire comme quelqu'un qui invente des histoires, qui raconte des histoires, qui invente des personnages, qui fait fiction. J'aime beaucoup ça. Je suis venu à l'écriture des livres pour cela. Mon premier élan n'a pas été un élan autobiographique. Quand j'écris En l'absence des hommes, c'est un livre qui se passe en 1916, etc. Bon, avec Marcel Proust en figure tutélaire de ce livre. Bon. Et les échos de la Première Guerre mondiale. Donc, par essence, rien d'autobiographique.
Alors qu'en général, le premier texte qu'on écrit, ça émane de soi, c'est autour de soi, etc. Moi, pas du tout. Parce que j'ai vraiment eu l'envie de renouer justement avec l'enfant qui inventait ces histoires. Voilà, et je voulais vivre d'autres vies que la mienne. Inventer des dispositifs qui ne sont pas les miens et aller chercher des choses qui soient loin de moi, même si après, encore une fois, j'y mettais mes obsessions, mes désirs, mes remords, mes regrets, tout ce que vous voulez, mais dans le cadre d'une histoire que j'inventais et de personnages que je créais, qui sortaient de mon cerveau malade, vont très bien. Et donc, ça m'allait très bien d'être un romancier, etc. Et j'avais même théorisé le fait que j'écrirais pas sur ma propre vie, en tout cas pas directement. Je veux dire, évidemment que ma propre vie, elle était dans les romans, mais elle était cachée, dissimulée, maquillée, disséminée, bon, tout ce que vous voulez. Bon. Et, euh, et donc, jamais j'ai imaginé d'écrire ça. Et j'avais même, encore une fois, oui, presque théorisé le fait que je voulais pas écrire sur ça, que c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Ça pouvait parfois m'intéresser en tant que lecteur, mais pas en tant qu'auteur. Bon, très bien. Et puis, évidemment, ce qui change la donne, donc, c'est d'apprendre à la mort de Thomas. Et là, il y a quelque chose qui me fait basculer, mais de manière, comment dirais-je, immédiate et donc irrationnelle, irréfléchie. Il faut y aller. C'est-à-dire qu'en fait, j'apprends la mort de Thomas et moins de 2 heures plus tard, je commence à écrire le livre. Donc, il y a un effet. Voilà. Bon. Et je suis d'ailleurs tellement décontenancé quand je commence à écrire le livre que je fais quelque chose que je n'avais jamais fait avant, c'est que je montre les 50 premières pages à mon éditrice, à mon éditeur. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'écris un livre, je l'écris, voilà, dans le silence, dans la solitude, tout ça, j'écris ce que j'ai à écrire. Et puis, une fois que le livre est terminé, je le montre à mes éditeurs. Mais je n'en parle jamais tandis que je l'écris, je ne le montre jamais tandis que je l'écris, c'est uniquement quand c'est fini que je le montre. Et là, j'étais tellement décontenancé parce que je commençais à écrire, parce que c'était la vérité frontale, nue, que j'ai donné les 50 premières pages à mes éditeurs en disant, je sais parce que c'était un mail, et l'objet du mail, c'était j'arrête ou je continue. Et franchement, on m'aurait dit il faut arrêter, j'aurais arrêté. Hein, parce que ça me déroutait moi-même d'écrire cela. Bon. Et donc, je suis allé jusqu'au bout de ce livre, et puis ça a donné effectivement Arrête avec tes mensonges. Une fois que le livre a été écrit, et avant qu'il ne sorte en librairie et qu'il ne connaisse le destin qu'il a connu, je ne pensais pas du tout, justement, qu'il rencontrerait ce succès, parce que je me suis dit la chose suivante. Je me suis dit, mais, parce que vous savez, quand on écrit un livre, on l'écrit, et puis on ne pense pas à l'après. Et puis, une fois qu'il est écrit, mais avant qu'il ne sorte, on pense à l'après, on pense à ce qui va advenir. Et là, je me suis dit, mais ça va intéresser qui, cette histoire de 2 garçons de 17 ans dans la cour d'un lycée à Barbezieux, en Charente, en 1984. Je trouvais que c'était quand même un truc hyper réduit. Bon. Et donc, je me suis dit, ça va intéresser personne. Bon. Moyennant quoi, ça a été donc un best-seller, mais ce qui vérifie un axiome qu'on connaît mais qu'on oublie, qui est que plus vous allez à l'intime et plus vous avez une chance d'aller à l'universel. Et donc, c'est ça qui s'est produit, c'est que tout d'un coup, à travers cette histoire, qui est une histoire très intime et très personnelle, plein de gens se sont reconnus, et y compris ceux qui paraissaient très très loin de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu des tonnes de courriers de femmes, de femmes de 25 ans ou de 70 ans, de gens qui habitaient à Strasbourg ou je ne sais pas quoi, ou ailleurs. Bon. Et puis le livre a été traduit dans 20 pays. Bon. Et donc, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, ça m'a moi aussi, dérouté. Mais le basculement ne se fait pas seulement sur le succès, il se fait sur le fait qu'après avoir écrit Arrête avec tes mensonges, je ne sais pas ce que je vais écrire, en fait, pour la première fois. C'est-à-dire qu'en fait, je suis dans une espèce d'expectative. C'est-à-dire que le livre finit. En général, quand je finis un livre, je sais ce que je vais écrire après. Et là, non seulement je ne sais pas ce que je vais écrire après, mais en plus, je me demande à quoi ça sert d'écrire quelque chose après. Il y a vraiment un truc de cet ordre-là. Et même, je n'ai presque plus le geste pour écrire. Je me dis, c'est comme si c'était un livre final. Ça finit quelque chose et j'arrête. Je n'écrirai plus rien. Bon. Vraiment, ça va me traverser pendant plusieurs mois. Et en fait, ce qui me remet à l'écriture, c'est un truc très anecdotique, c'est un personnage de roman, c'est-à-dire le livre autour de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Parce que j'ai accepté à ce moment-là de faire ça. En fait, je le fais très vite sur Macron, mais l'idée, c'est que je connaissais Emmanuel Macron avant. Il se lance dans sa campagne présidentielle. Moi, à ce moment-là, je ne crois pas du tout qu'il a une chance de gagner. J'ai une vista politique assez forte. Et donc, mais il me dit, est-ce que tu veux venir dans la campagne? Et moi, à ce moment-là, je me dis pourquoi pas. Je sors d'Arrête avec tes mensonges et j'ai besoin d'évacuer les choses.
Et je me dis, je vais rentrer dans cette campagne et puis on verra bien ce qui se passe. Et en même temps, parce qu'il dit, il faudrait écrire le livre de la campagne. Mais moi, je me dis, dans ma tête, on n'écrit que sur le gagnant, on n'écrit jamais sur le perdant. Et comme je suis persuadé qu'il va perdre, je me dis, c'est un peu, bon, je me dis, allons-y quand même. Et puis à un moment, le romancier que je suis revient évidemment au premier plan. Et je me dis, mais en fait, si le mec gagne, c'est tellement incroyable, c'est tellement hors norme, c'est tellement imprévisible, imprévu, que ça devient intéressant. C'est-à-dire pour le romancier que je suis, en fait, s'il avait été le favori et qu'il avait gagné, franchement, ça ne fait pas une histoire, on s'en fiche. Mais comme le type ne doit pas gagner et qu'il gagne, alors là, c'est intéressant pour le romancier. Et en fait, du coup, je me remets à écrire pour raconter cet improbable qui est en train de survenir. Et bizarrement, ce livre, qui est très différent dans mon parcours, me permet de revenir à la table d'écriture, de revenir devant l'ordinateur, devant l'écran et d'être capable d'aligner des mots. Et donc, c'est comme ça qu'après, j'enchaîne avec 2 récits autobiographiques, mais il a fallu que j'en passe par cette espèce de pas de côté imprévu pour être capable de recommencer à ordonner des mots, parce que j'avais pris un engagement, grosso modo, qui était d'écrire ce livre, et que sans engagement, je pense que je n'aurais pas écrit. C'est possible que non, en tout cas. Voilà. Mmh. Encore quelque chose qu'on ne savait pas. En tout cas, moi, je ne savais pas. Donc, merci de ce partage. Et vous avez un peu parlé donc de ces 2 adolescents qui sont dans le livre et dans le film. Maintenant, on va un peu plus parler donc de Lie With Me, de Arrête avec les mensonges. Donc, c'est une histoire qui a été décrite maintes fois dans les journaux, à la télé, et vous-même, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé toutes vos interviews, et donc il y a un peu toujours les mêmes questions qui reviennent et et souvent les mêmes réponses. Mais je vais vous dire un petit peu moi le sentiment que j'ai eu, ma vision, et puis vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ma vision, et puis après on partira de là, si vous voulez bien. Donc c'est le retour de l'enfant prodige sur ses terres natales. Donc Stéphane Belcourt, écrivain, 35 ans après être parti, il revient à Barbézieux. Et puis forcément, quand on revient sur ses pas, on rencontre des fantômes du passé. Et dans ce cas, c'est le fils de son premier amour. Et c'est ce fils, donc joué par Victor Belmondo dans le film, qui va essayer de comprendre qui son père était vraiment. Donc lui qui a fini par se suicider et qui n'était même pas heureux sur sa photo de mariage. Donc sans grande surprise, puisqu'il s'est forcé toute sa vie à cacher son homosexualité. Donc c'est l'histoire d'un retour, donc après une fuite. Et moi, ça m'a fait penser aussi un petit peu à Juste la fin du monde. Donc cette pièce de Jean-Claude Lagarce, Jean-Luc Lagarce. Jean-Luc Lagarce, qui est devenu un film avec Xavier Dolan, enfin 2 Xavier Dolan, et avec le tristement disparu Gaspard Ulliel dans le rôle de l'enfant roi qui revient justement. Donc revenir en arrière dans une géographie et sur des terres où l'on a été enfant et adolescent, c'est jamais facile, car on se confronte à ce qui aurait pu être et ce qui n'a pas été. On voit ceux qu'on a laissés derrière soi. Et pour moi, une des grandes questions est celle de la culpabilité par rapport à ces gens qu'on laisse derrière soi et par rapport à ce suicide. On se demande, serait-il advenu si? Telle est la question en tout cas que je me suis posée moi en sortant du cinéma. Je suis allé voir le film la semaine dernière, et c'est un peu une impression différente par rapport à l'impression que j'avais eue en finissant le livre. En finissant le livre, c'était un peu différent, mon impression était autre. C'était plutôt la surprise d'une certaine distance, sinon froideur par rapport à la situation, à l'histoire dans les dernières pages. Donc, mais avant de parler peut-être de ça, on va parler de la culpabilité. Donc, je voulais juste vous poser cette question. Est-ce que le lecteur est en droit de se poser cette question de culpabilité? Est-ce que c'est une question légitime selon vous, ou au contraire une question qui n'a pas lieu d'être? Donc, est-ce que ce livre a été pour vous une sorte de catharsis, un moyen de vous pardonner quelque part? De me pardonner, je ne pense pas que c'était exactement comme ça. C'est vrai que le jeu des « et si » est un jeu très cruel. Et si les choses s'étaient passées autrement, et si j'avais insisté, et si nos vies étaient parties dans une direction différente, et si nous étions restés ensemble, etc.
Et évidemment, quand vous jouez à ce jeu-là cruel, vous n'en sortez pas indemne. C'est d'ailleurs sans doute une des raisons pour lesquelles le livre a marché. C'est-à-dire que je pense que chacun se pose un jour cette question de et si ma vie avait pris une direction différente parce que j'avais fait des choix différents à une autre époque. Voilà. Et si à 20 ans, j'étais parti là plutôt que là, et si j'avais suivi cette personne plutôt que celle-ci, et si j'avais fait cette rencontre à un autre moment, etc. Bon, on sait cela. Donc, j'ai été, comme beaucoup, traversé par ce jeu cruel des « et si ». Mais en même temps, je n'étais pas forcément rattrapé par une forme de culpabilité parce que j'avais obéi à un choix qui était le choix de Thomas et qui m'avait fait beaucoup souffrir, qui m'avait fait beaucoup de mal, mais que je respectais. Je veux dire, je comprenais ce choix. Il me rendait triste, mais je le comprenais. Et puis, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Quelqu'un décide qu'il va faire sa vie sans vous, vous n'allez pas lui imposer votre présence. Donc, il décide un jour de me quitter, je ne peux rien faire contre ça. Donc, voilà. Et puis, du coup, nous partons chacun dans nos directions. Et puis, des années plus tard, on se retrouve quand il est trop tard. D'une certaine manière, en tout cas, je le retrouve quand je sais qu'il est mort et que je rencontre effectivement son fils. Mais donc, ce n'est pas vraiment de la culpabilité, mais c'est surtout, comme je le disais, une forme de colère, c'est-à-dire l'idée que du coup, sa vie va être une vie passée sous les radars et qu'en même temps, cet homme a vécu dans le silence, il est mort de son silence et ça me rend fou. Donc, c'est plus ça qui me guide à ce moment-là. Le sentiment qui me guide, c'est ça. Après, évidemment, dans le film, oui, il y a cette idée du pèlerinage, du retour sur la terre de l'enfance, sur la terre de l'adolescence, et donc de la mesure du temps qui a passé et de ce qui a été réussi, de ce qui a été raté, de ce qui a été gagné, de ce qui a été perdu. Voilà, parce que tout d'un coup, vous prenez tout et puis que vous retrouvez ces terres-là que vous avez quittées. Ça, c'est très réussi, je trouve, dans le film. Ce qui est réussi aussi, et qui est plus explicite, me semble-t-il, dans le film que dans le livre, c'est cette question, justement, d'une parole qui aurait été faite. C'est-à-dire qu'au fond, moi, j'ai fait un livre sur le silence et Olivier Payon a fait un livre sur la parole qui finit par se libérer. C'est-à-dire qu'au fond, le père, Thomas, finit par dire quelque chose. Alors, il le dit à sa façon, en laissant quelques indices, en les disséminant, mais en sachant que ces indices seront trouvés par son fils. Et donc, à la fin, d'une certaine manière, il avoue. Il dit quelque chose et il le dit à la seule personne qui compte, son fils. Et ça, je trouve ça très beau, parce que c'est une façon, justement, de régler cette question de la culpabilité ou du silence qui tue. Et voilà, donc c'est plus ça, me semble-t-il, les sentiments qui sont à l'œuvre dans ce film-là. Et ça, c'est très réussi, me semble-t-il. Non, très bien, merci. Et je vous ai senti ému avant de répondre à cette question. Et moi-même, j'ai été ému juste par cet homme qui est parti parce qu'il n'a pas réussi quelque part à être soi-même et à être suffisamment courageux pour l'être. Et bien sûr, C'est pas qu'une question 1980. de courage. C'est ce que je dis aussi dans le livre et dans le film. C'est évidemment une question de courage, mais pas seulement. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce sont des gens qui sont dans une forêt trop grande et ils n'en trouvent pas la sortie. Ce sont des gens qui sont dans un silence qui les rassure autant qu'il les tue. Donc, c'est très compliqué. Et moi, ce que j'ai appris, c'est que justement, il ne faut pas juger ceux qui se taisent, parce qu'on se tait parfois parce qu'on ne peut pas parler, parce que c'est impossible de parler, parce qu'on est condamné justement à ne pas parler, parce qu'on a un devoir et qu'on accomplit son devoir. Thomas, c'est quelqu'un qui a accompli son devoir. Il se sentait l'obligation de reprendre la ferme, de continuer l'histoire, de ne pas faire de vagues, d'être celui qu'on attendait de lui. Et il l'a été, d'une certaine manière. Il a fait ce qu'on attendait de lui, au risque de se perdre et pour se perdre finalement. Mais donc oui, forcément, moi, ça me dévaste et ça m'émeut. Et puis, et le film m'émeut pour ces raisons-là, et aussi parce que mon geste, quand j'écris le livre, c'est de dire il faut qu'on sache qui est Thomas. Et quand je vois le film, je me dis, ça y est, on le voit. Les gens le voient. Les gens savent qui c'est. L'acteur qui l'incarne, Julien de Saint-Jean, je me dis, voilà, il donne un visage à ce jeune homme-là. Et donc, c'est comme s'il était vengé d'une certaine manière, comme si cette réparation, cette consolation avait eu lieu. Parce que tout d'un coup, il est visible. Il est sorti de l'invisibilité.
Et c'est ça qui me touche profondément, c'est qu'il sort de l'invisibilité et du silence grâce au film. Oui, oui. Et quand vous parlez de trop grandes forêts autour de Thomas, effectivement, la forêt, c'est aussi cette époque, hein, c'est Oui. les années 80. Donc c'est une autre époque, c'est l'année où Madonna chante Like a Virgin et ça fait un scandale. Mm. C'est l'année où les femmes ont finalement eu le droit de courir des marathons. Donc avant 1984, les femmes n'avaient pas le droit de courir des marathons aux Jeux Olympiques, etc. Et puis depuis, bon, il s'est passé quelques trucs quand même. Il y a eu le PACS qui a été adopté donc, en 1999, le mariage pour tous en 2013. Mais malgré ça, et on a vu récemment, tristement en début d'année, donc il y a eu ce suicide de Lucas, 13 ans, dans une école dans les Vosges, donc pas très loin de chez moi, qui montre que l'homophobie sévit encore dans les cours de récré. Est-ce que vous croyez que c'est plus facile aujourd'hui de faire son coming out et quels conseils donneriez-vous aux jeunes si conseil il peut y avoir? Parce que c'est jamais facile, mais bon. Je me méfie toujours des conseils parce que je suis bien placé pour savoir que c'est tellement une chose intime que d'entrer dans l'intimité de quelqu'un, c'est très périlleux. Donc, il ne faut pas forcément. Voilà. Mais pour répondre à la question, est-ce que ça va mieux? Je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que ça va mieux puisque aujourd'hui, c'est plus visible. Donc, à partir du moment où c'est plus visible, c'est plus acceptable et plus accepté. Parce que des droits ont été conquis, vous le disiez, effectivement, le PACS, le mariage pour tous, etc. Mais pour autant, mon optimisme est vite tempéré par plein de choses. La première, c'est qu'au fond, j'ai l'impression que l'homophobie qu'on subissait dans les années 80 était quand même essentiellement une homophobie de l'ignorance, justement. Précisément parce que l'homosexualité, c'était une terre inconnue, c'était invisible. Je dirais encore une fois, remettons-nous dans la période. Hein. Il n'y a pas Internet, il n'y a rien du tout. Il y a 3 chaînes à la télévision, il n'y a pas de personnages homosexuels à la télévision. Et la seule vision qu'on en a, c'est les échos d'une pièce de théâtre qui s'appelle La Cage aux Folles. Donc c'est ça, hein. On vient de là. Bon, et par ailleurs, on a le sida à ce moment-là. Et donc, tout le monde dit, bah, finalement, ça leur tombe dessus, c'est pas par hasard. Bon. Et donc, il y a une espèce d'homophobie de l'ignorance parce que ça fait peur, c'est pas connu. Et donc, je mets plus ça sur le compte, oui, d'une forme, oui, les gens savent pas, donc ils savent pas, ils ont peur, ils se moquent, ils sont violents, tout ce que vous voulez. Mais bon, l'homophobie d'aujourd'hui, elle est, me semble-t-il, beaucoup plus consciente. Parce que les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Aujourd'hui, voilà, tout est visible, tout est connu, tout est sur la table. Donc si vous êtes homophobe aujourd'hui, c'est que vous décidez de l'être. C'est pas c'est pas un truc comme ça presque inné, c'est presque il y a presque une construction intellectuelle derrière. Et j'en veux pour preuve, encore une fois, ce qui s'est passé en 2013 au moment du mariage pour tous. C'est-à-dire que on a un tout petit peu oublié, mais moi je n'oublie pas, qu'il y avait 1 million de gens dans la rue pour s'opposer au mariage pour tous, avec des pancartes qui relevaient de la pure et simple homophobie. Vous aviez des débats à la télévision ou à l'Assemblée nationale où des gens disaient « mais s'ils veulent épouser leur compagnon, pourquoi ne voudraient-ils pas épouser leur chien ?» Ces phrases, je ne les invente pas, elles ont été prononcées. Hein. D'accord ? Donc moi, je n'oublie rien. Voilà. Et surtout que je rappelle juste que le mariage pour tous, quand même, ça n'enlevait de droit à personne. Donc c'était quand même la première fois, me semble-t-il, dans l'histoire, que des gens descendaient dans la rue, non pas pour défendre un droit qu'on leur retirait, mais pour interdire qu'on donne un droit à d'autres. Je refais l'histoire, hein, donc des gens dans la rue qui disent « moi je descends dans la rue parce que j'ai un droit, mais je ne veux pas qu'on le donne à quelqu'un d'autre ». Si ça ne s'appelle pas de l'homophobie, ça y ressemble quand même sacrément. Donc, moi, je suis le méchant dans l'histoire, vous voyez, je me souviens de tout. Et quand on me dit ça va mieux, effectivement, je vois qu'il y a un jeune Lucas de 13 ans qui se tue. Qui se tue parce que dans la cour de récré, on lui dit sale pédé et qu'on le harcèle, etc. Et qui finit par se tuer. Donc les choses vont mieux à certains égards, et puis elles vont beaucoup moins bien à certains autres. Donc, ça veut dire que les combats, ils restent encore à mener. On parle d'arrêter avec tes mensonges.
savez, c'est assez fascinant parce que il y a des gens qui s'expriment comme ça sur les forums et tout ça. Et alors, je suis très heureux parce que le film est très bien reçu, donc il y a beaucoup de critiques extrêmement… Je ne parle pas des critiques des journaux, je parle des critiques des gens qui ont vu le film, hein, ou qui en ont entendu parler. Et donc, ils disent des choses très, très gentilles. Donc, ça, c'est très rassurant et très galvanisant. Puis, à côté de ça, vous avez quand même des gens, alors, je vous rassure, ils écrivent sous pseudo et protégés par leur anonymat, parce que le courage ne va pas non plus jusqu'à dire son vrai nom, mais qui sont des déferlements homophobes extraordinaires, en expliquant que le film fait l'apologie de la pédophilie, de la zoophilie, on ne sait pas pourquoi. Bon. Et donc ça, c'est écrit. C'est écrit en 2023. Là, il y a encore 10 jours ou 2 jours. Donc, voilà, cette réalité, il ne faut pas la nier non plus, elle existe, elle est minoritaire, j'espère ultra minoritaire dans les sociétés occidentales, mais elle est là, je dirais, elle n'a pas disparu, elle n'est pas éradiquée. Je dirais raison de plus pour venir nous voir en Australie, parce que l'Australie, c'est vraiment à ce niveau-là un pays qui est vraiment très ouvert. Je peux comprendre, oui. Donc vraiment où il fait bon vivre. Donc il faudra venir nous voir. Et on va changer un petit peu de vitesse, Philippe, si vous voulez bien. Et puis aussi, on parle du film, donc on va montrer des images un petit peu. Hein. Et la société de distribution a été suffisamment gentille avec moi, donc KMBO, pour partager avec moi des images. Donc, je vais les partager sur l'écran. Et ce que je vous propose de faire, c'est peut-être si on va les commenter rapidement, si vous voulez. Donc, juste, si vous voulez nous dire, il y en a à peu près une dizaine. Alors ça, c'est Guillaume de Tonquédec qui joue donc Stéphane Belcourt, qui me joue moi d'une certaine manière. Voilà, et ça, c'est au début du film, quand il est invité, l'écrivain, à venir signer dans une librairie qui existe vraiment, qui s'appelle le Texte Libre à Cognac, où je suis moi-même allé signer mes livres il y a une quinzaine de jours. Et voilà, parce que donc, cet écrivain est invité à Cognac à l'occasion du bicentenaire d'une maison de Cognac, pour lequel il a écrit une nouvelle. Et là, il est dans cette librairie et il va faire un peu plus ample connaissance avec un jeune homme qu'il a croisé quelque temps avant, qui s'appelle donc Lucas Andrieux, et dont il soupçonne à ce moment-là qu'il pourrait avoir un lien avec Thomas Andrieux, son premier amour. Très bien, très bien. Et pour la petite anecdote, donc j'ai lu quelque part qu'il y avait, donc forcément on reconnaît vos lunettes, hein, et on le voit pas là, mais apparemment donc Guillaume avait votre stylo. Donc vous écrivez au stylo et il avait utilisé votre stylo. C'est vrai? Oui, c'est ça. C'est assez curieux parce que moi, je disais, Olivier Payon, il ne faut pas faire de travail d'imitation, ça ne sert à rien. Il faut au contraire qu'on oublie moi et qu'on voit qu'on voit les comédiens et qu'on voit l'histoire. Bon. Et Olivier est tout à fait d'accord avec ça. Mais en même temps, à mesure que le film, le tournage approchait, je voyais qu'il me demandait de plus en plus des questions il me posait de plus en plus de questions personnelles sur mes habitudes vestimentaires, sur tout ça, etc. Bon. Et même la façon, effectivement, le stylo que j'employais pour signer les livres quand je suis dans une dédicace, et c'est vrai que j'utilise toujours le même stylo, et donc il m'a demandé ce que c'était, c'est un stylo Muji, vous voyez, qui coûte 3,50 €, et donc il est allé chez Muji acheter le même stylo, et il l'a donné à Guillaume pour qu'il signe, voilà. Alors, sauf que Guillaume est gaucher, que je suis droitier. Ah, très bien, merci. On continue avec la photo suivante. Ça, c'est Victor Belmondo qui joue donc Lucas Andrieux, le fils de Thomas, du premier amour. Il est d'ailleurs, c'est une des révélations de ce film, Victor, parce que il passe par tous les registres des sentiments. Parce qu'au début, comme ça, il apparaît comme un jeune homme un peu désinvolte, un peu lointain, qui sait à peine qui est l'écrivain, qui est là, voilà, qui est un type qui vit aux États-Unis parce qu'il s'occupe de vendre le cognac aux États-Unis, bon, très bien. Et puis on va comprendre à mesure que le film avance qu'il n'est pas aussi innocent qu'il en a l'air, que sans doute la présence de l'écrivain dans ces lieux n'est pas complètement fortuite et qu'il n'est pas forcément étranger à cette présence, et qui mène une enquête d'une certaine manière. Et il va être rattrapé par sa propre émotion et par ses propres découvertes. Voilà, et là, ça c'est une image de la fin du film quand il est cueilli par ce que Guillaume va dire. Par le fameux discours. Le fameux discours de la fin. C'est un très, très beau discours. qui est une très bonne scène. Mais vous nous direz après quelle est votre scène préférée. Mais on passe d'abord les images. La suivante. Alors ça, c'est les jeunes adolescents que nous étions, donc c'est Thomas et moi. Et c'est une des premières, c'est la deuxième scène de rencontre d'une certaine manière,
où ils s'apprivoisent, c'est-à-dire que la relation entre les deux adolescents au départ est une relation d'attraction physique et tout d'un coup, on va passer de l'attraction physique à la naissance d'un sentiment. C'est ça que ça raconte, c'est que comment cette histoire, qui aurait pu être une histoire de sexe, tout simplement, devient une histoire d'amour. Et donc ça, c'est le début du sentiment amoureux entre les deux jeunes gens au bord d'un étang, d'un lac qui existe vraiment, qui est le lac de Guisanjar, qui est derrière, qui est un lac à côté de chez moi, en Charente. Et voilà, donc c'est cette scène du début de l'amour entre les deux garçons. Merci. La suivante. Encore Guillaume, peut-être Oui, celle-là. mais ça c'est Guillaume dans la chambre d'hôtel, alors qu'il est en train d'essayer d'écrire Le un discours. discours qu'on lui a demandé et qui dévie de son discours pour raconter la rencontre avec Lucas. Très bien. La Ah oui, complicité. ça c'est une scène aussi qui vient vers la fin du film, qui est la scène d'explication d'une certaine manière entre l'écrivain et et le fils. Et à côté, c'est un cimetière. Ce qui apparaît derrière, c'est le cimetière de Javresac. Et ça a de l'importance, ce cimetière, évidemment. Et c'était, donc ça s'est vraiment tourné là où vous avez passé votre enfance. Donc c'était, de ce Ah oui, point de oui, ça vue-là, c'est c'est les très territoires de mon réaliste. enfance. Ah oui, toutes les images qu'on voit, la Charente telle qu'elle est filmée, ça c'est les terres de mon enfance, les vignobles à perte de vue, ces ciels-là, ces couleurs-là. Oui, oui, c'est vraiment, oui, c'est là où j'ai grandi. Oui. C'est fou. Et ce cimetière-là, je le connais, oui. Je continue. Une autre. Ça aussi, ben, c'est une scène, là aussi de la fin, c'est la scène où d'une certaine manière, ils expriment l'un pour l'autre une forme de gratitude et, comment dirais-je, euh, l'autorisation d'écrire. C'est comme si le fils donnait à l'écrivain l'autorisation d'écrire sur cette histoire-là. On reviendra sur ces mots qui sont assez importants. Mm. Donc là, c'est dans l'école, j'imagine. Ça, c'est au lycée. Ça, c'est une Mhm. scène du début du film. Oui. Ça, c'est le moment où. C'est drôle parce que ça, c'était mon sac de classe aussi. Ça, vous voyez, les détails c'est que Olivier Payan m'avait demandé à quoi ressemblait mon sac de classe quand j'étais au lycée. Il ressemblait vraiment à ça, je vous assure. C'était la même couleur, les lanières et tout ça. Bon. Et sur le dos Euh, aussi, comme ça. Vous le Et portez sur sur le le dos dos. aussi, comme ça, oui. Et la façon qu'a trouvé d'ailleurs Jérémy de marcher, parce que je lui ai rien dit, je ne l'avais pas rencontré Hmm. avant le tournage. Jérémy, je l'ai rencontré pendant le tournage. Alors que j'avais rencontré Guillaume avant et Victor avant. Mais Jérémy et Julien, j'ai rencontré après. Mais Jérémy a trouvé une espèce de gestuelle et de façon de marcher qui est bizarrement assez proche de la mienne. Et voilà, donc ça, c'est une des toutes premières scènes du film quand l'un regarde l'autre et que l'autre fait semblant de ne pas le voir. Le lac de Guisanjar encore, mais c'est plus donc là, c'est plus les jeunes, c'est plus les adolescents qui sont au bord de ce lac, mais l'écrivain qui a vieilli et son fils euh, pour une première, comment dirais-je, première conversation où on commence à comprendre que le fils cherche quelque chose, qu'il est en train de mener une enquête et l'écrivain sait qu'il ne peut pas parler. Parce que toute la problématique de Guillaume dans la première partie du film, c'est qu'il sait évidemment l'histoire, mais qu'il ne peut pas la dire au fils. Et donc, il doit se taire ou esquiver. Donc, c'est une scène d'esquive. C'est l'un Hmm. qui pose des questions et l'autre qui esquive. Hmm. Effectivement, il y a beaucoup de faux semblants Mais dans le film, et ça, c'est très bien rendu, tout le je monde ment trouve. un peu. Tout le monde ment Oui, un peu à un moment ou à un autre dans le oui, film. tout le monde ment un peu. Euh, tout le Là, monde ment. Guillaume c'est une scène où il ment tout le temps. Tout ce qu'il dit est faux. Oui. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'il y a une question justement de Philippe O là sur le chat. Aimez-vous la traduction Lie with me? Oui, je la trouve extrêmement intelligente parce que d'abord, elle a presque un double sens où il y a une forme d'ambiguïté évidemment dans cette phrase. Et je la trouve. Alors, ce qui est drôle, il y a une petite histoire aussi là-dessus, c'est que donc quand le livre a été vendu aux États-Unis, en Angleterre, donc on a trouvé une traductrice qui est Molly Ringwald et puis l'actrice d'ailleurs. Et l'idée, c'est qu'il fallait trouver donc un titre pour ça. Donc le titre le plus logique aurait été Stop with Your Lies ou un truc comme ça, j'imagine, qui n'est pas très joli et pas voilà bon.
Et donc, ils avaient trouvé, l'éditeur américain avait trouvé un autre titre qui, dans l'absolu, est très bon. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai refusé le titre. Parce qu'évidemment, en américain, ça passe, mais quand vous en faites la traduction littérale en français, ça passe plus pour des raisons qui sont très franco-françaises. Mais le premier titre que les Américains avaient trouvé, c'était The Truth If I Lie, la vérité si je mens. Donc la vérité si je mens, ça ne me paraissait pas possible compte tenu du film, bien près de la comédie, voilà. Bon. Et donc je leur ai dit non, ce titre-là, vous oubliez, on ne peut pas prendre ce titre-là. Et donc ils se sont mis en recherche d'un autre titre. Et puis un jour, ils sont arrivés en me disant Lie with me. Ça, j'ai trouvé que c'était exceptionnellement bon. Je trouvais que c'était parfait. Voilà, je trouve que c'est un titre percutant, c'est un titre court et c'est un titre ambigu, à double sens. Et donc, je trouvais que c'était parfait. Voilà. D'accord, très bien. Je continue et puis on va peut-être. Est-ce que c'est la dernière d'ailleurs? Non, il y en a encore quelques-unes. Il y a celle-ci. Scène d'amour et d'affection et de tendresse entre les deux garçons. On revient au début. La fameuse rencontre dans la librairie, le texte libre à Cognac, où là, l'écrivain cherche à savoir qui est Lucas et s'il a un rapport avec Thomas Andrieux. Et que Lucas, Victor Belmondo, lui répond un peu de manière désinvolte, oh, ça doit être mon père, parce qu'il n'y en avait sûrement qu'un. Et on va comprendre un peu plus tard que là aussi, il est en train de mentir. Et Mémoire ambrée, donc cette commande, c'est la elle commande existe vraiment? Non. Ça c'est fictif. Ils l'ont inventé pour l'occasion. Non, je n'ai jamais écrit de nouvelle de cet ordre-là. Non. D'accord. Mais en l'occurrence, non, je n'ai pas écrit ça. Non. C'est d'ailleurs le seul truc qui ne porte pas un titre de moi, parce que ce qui est curieux, c'est qu'on a changé le nom de l'écrivain, il s'appelle Stéphane Bellecour dans le livre, mais qu'en revanche, Olivier Payon a continué de donner mes titres. Donc, il a écrit La trahison de Thomas Spencer, Se résoudre aux adieux, Son frère, qui sont donc des titres de mes livres, mais sauf qu'il s'appelle Stéphane Bellecour dans le film. Très bien. Je continue, puis après, on va. Je crois que c'est la dernière, celle-là. C'est quand ils arrivent, les jeunes gens, auprès du lac qu'on a vu tout à l'heure, le fameux lac de Guisanjar, le lac bleu, aux eaux bleutées. Et je trouve que c'est une scène de jeunesse et d'insouciance. Il y a quelque chose de... ils sont heureux à ce moment-là. Il y a quelque chose de... Ils sont heureux et seuls au monde. Je trouve que c'est une belle image qui pourrait faire penser à un film de Téchiné, par exemple. On n'est pas loin des roseaux sauvages, des choses comme ça. Enfin, on est dans cet esprit-là, qui pourrait être celui des roseaux sauvages. Et c'est bien dans l'esprit du film aussi, qui est quand même un film plutôt d'extérieur. Alors, il y a pas mal de scènes à l'intérieur, mais c'est beaucoup à l'extérieur. On voit les paysages, on est sur les routes, on utilise des voitures, les vélos, les camionnettes. C'est beaucoup à l'extérieur. Ça, j'ai beaucoup aimé. Les années 80 apparaissent. C'est vrai. Et en même temps, il y a aussi deux temporalités. C'est-à-dire que les scènes avec Jérémy et Julien à 17 ans ont été tournées en septembre, beaucoup d'entre elles. Donc, quand c'était encore l'été. Et donc, on voit quelque chose qui est plus solaire et plus lumineux, alors que les scènes des adultes ont été tournées en novembre et décembre. Et que là, il y a plus de pluie, les ciels sont mouillés, les arbres sont un peu dénudés, etc. Donc, c'est une autre temporalité. C'est pour raconter la différence aussi entre les périodes et les années. Oui. En tout cas, visuellement, j'ai trouvé que c'était un très beau film et aussi qui nous ramenait dans les années 80. Donc, pour tous ceux qui ont grandi dans les années 80, ce qui était mon cas, ça m'a rappelé, oui, certaines choses qui sont un peu drôles, désuètes, comme le téléphone à cadran, vous savez, où on tourne. Oui, d'ailleurs, il y a une anecdote avec ça, c'est-à-dire qu'en fait, donc, il y a effectivement le téléphone à cadran, puisque nous avions un téléphone à cadran. Et donc, quand Olivier Payon demande à Jérémy Gillet de jouer la scène, Jérémy ne comprend même pas ce qu'on est en train de lui donner. Il ne sait pas ce que c'est que le truc, il ne sait pas comment ça marche. Et donc c'est assez curieux parce qu'il n'a aucune idée de ce que c'est qu'un téléphone à cadran. Alors, je pense qu'il en rajoute un peu à ce moment-là, Jérémy, mais quand même, oui, il y a l'idée que pour lui, c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec son existence. Jérémy, il est né en
en 2002, je crois, ou 2001. Donc, évidemment, voilà. Il ne connaît pas. Il n'a pas eu ce plaisir. Non, je ne connais pas. Ce n'est pas son monde, non. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir commenté pour nous ces images. Donc, Olivier Payon, donc, qui est le réalisateur du film, et avec lui, vous êtes deux créateurs, hein, deux artistes. Lui, il a mis sa patte sur votre œuvre. Donc, moi, j'ai lu le livre et j'ai vu le film. J'ai été ému par les deux. Et j'ai été aussi marqué par peut-être cette ressemblance, bon, un petit peu lointaine sans doute, mais le livre a un style qui est le vôtre, donc un style simple, épuré, efficace, et qui correspond assez bien, je crois, au côté dynamique du film, avec les va-et-vient entre présent et passé. Donc j'ai bien aimé ça. Je voulais vous poser cette question, c'est qu'est-ce que vous avez appris de votre œuvre en voyant le film que vous ne sachiez pas déjà? En Si fait, tant est qu'il y avait quelque chose. ce qui est intéressant, je trouve, dans le film, c'est que parfois, il met des mots sur des choses qui sont seulement évoquées ou comment dirais-je, esquissées dans le livre. De temps en temps, il approfondit des choses et il met des mots. Et c'est le cas, encore une fois, des dernières scènes du film, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, à la fois le fait que le film dit beaucoup plus explicitement que ne le faisait le livre, le fait que finalement le père finit par parler et qu'il parle à son fils, je trouve très émouvant et enfin, même plus que ça, bouleversant. Et puis la fameuse scène du discours de la fin de Guillaume, on écrit toujours à quelqu'un, etc. Ça aussi, je trouve que c'est assez beau parce que c'est des choses qui sont pas dites comme ça dans le livre, qui sont des choses que je pense ou que j'ai pu dire parfois à l'oral, en répondant à des interviews à la télévision, à la radio ou ailleurs, ou à la presse écrite. Quand on nous demande pourquoi vous écrivez ce que vous écrivez à quelqu'un, etc., on finit par dire cela, qui est la vérité, mais qui n'est pas écrit directement dans le livre. Et là, tout d'un coup, le fait que ce soit formalisé, ramassé, présenté dans une scène percutante, oui, ça me ramène à moi, parce qu'en plus, j'essayais à chaque fois de reprendre de la distance en voyant le film, en disant c'est un film, c'est un objet cinématographique, c'est un objet artistique, ça raconte une histoire qui n'est pas exactement la mienne, donc je peux avoir cette distance-là par rapport à ça et donc regarder cela comme le ferait un spectateur presque lambda. Bon. Et puis là, il y a des moments avec des scènes comme ça où je suis rattrapé par l'émotion parce que tout d'un coup, c'est trop intime. Et les scènes de la fin sont extrêmement violentes pour moi à cause de ça. Et violentes au sens émotionnellement violentes. Et donc, c'est peut-être ça que j'ai mieux mesuré ou mieux compris en voyant le film. D'accord, d'accord. Avant de passer, donc ceux qui nous écoutent, si vous voulez poser des questions, mettez-les dans le chat. On les prendra donc du chat. Ce sera plus simple pour nous pour gérer. Mais avant de passer donc aux questions du public et avant de passer à une autre séquence qui sera un peu différente, je voulais vous parler, Philippe Besson, de La part des anges. Oui. Alors, à un moment dans le livre, alors, et peut-être dans le film, je ne me souviens plus, mais il y a un quasi parti pris poétique, un moment donc très émouvant où il est question de la part des anges. On voit de la vapeur d'eau qui s'échappe de tuyaux en cuivre qui doivent, j'imagine, être utilisés pour la fermentation de pinot ou de cognac ou je ne sais quoi. Donc, Cognac, oui, c'est quand on distille le cognac, oui. c'est quand on distille le cognac, voilà, très bien, Quand on merci. distille le cognac, en fait, il y a quelque chose qui s'échappe, il y a un fumée, une fumée ou un fumé qui s'échappe et qu'on appelle la part des anges. Donc ça, c'est un peu mystique dans Alors, l'œuvre et ça c'est ressort. techniquement vrai. C'est techniquement Oui, vrai. C'est-à-dire que si vous allez voir des distillateurs de d'accord. cognac, ils vous diront cela. Ça s'appelle vraiment la part des anges. Alors, je pense que c'est lié à c'est ce qui est dévolu aux anges, qu'on laisse, ça monte vers le ciel, ça s'évapore, etc. Donc, je pense que
la raison initiale de cette formule, qui est une très, très belle formule, c'est nous laissons la part qui revient aux anges. Voilà. Et donc, j'ai trouvé que c'était beau. Moi, quand j'ai compris ce que c'était la part des anges quand j'étais ado, parce que j'entends cette expression-là, la part des anges, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je croyais que c'était une expression purement poétique. Elle l'est, évidemment, mais elle n'est pas que poétique, elle est aussi technique. C'est pour ça qu'elle est employée, oui, dans le livre. Ça pourrait faire un beau titre de roman, ça aussi, non? C'est un beau titre de roman, oui. Bon, je vous le volerai pas, celui-là. D'accord. Philippe, c'est un plaisir de vous écouter parler à chaque question. C'est juste un bonheur d'avoir un interlocuteur comme vous. Mais là, je sais que vous aimez parler, mais là, je vais vous donner un challenge. Oui. C'est de répondre très vite, c'est-à-dire par oui, D'accord. par non, OK. pas d'élaborer plus que ça. Ça marche pour vous? D'accord. Donc, c'est un système de questions mitraillettes. OK, donc oui, non, c'est tout ce que je dis. Oui, non, ou juste quelques mots. Parce que ce n'est pas que D'accord, des OK, questions OK, fermées, il y a des OK, questions ouvertes, mais juste OK. quelques mots. Pas D'accord, trop d'élaboration. d'accord. Alors, on commence. Hmm. Qu'est-ce qui vous met hors de vous? La bêtise, Vous rend le plus heureux? la douceur, Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Vous êtes d'accord? oui. Le dernier film que vous ayez vu au cinéma? Ah, ça, c'est une bonne question, parce que comme au cours des 2 derniers mois, je n'ai pas mis les pieds dans un cinéma parce que j'étais embarqué dans la promo de Ceci n'est pas un fait divers, je ne saurais même pas vous dire ce que je suis. Arrête avec tes mensonges. En plus, c'est Bonne, ça. Parce que la dernière fois que je suis bonne allé au réponse. cinéma, c'était pour aller voir Arrête avec tes mensonges, parce que j'ai fait beaucoup d'avant-premières du film. Donc, je pense que le dernier film que j'ai vu, c'est Arrête avec tes mensonges. Ouais. Parce que je sais que vous aimez beaucoup le cinéma, que vous y allez Ah, souvent. j'adore, Donc, j'adore le cinéma. Je suis un grand consommateur de cinéma, ce qui n'est pas une belle formule, mais qui correspond à la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, pardon, je vais faire une réponse un peu longue là, mais moi, je n'ai pas eu la télévision quand j'étais enfant, etc. Et puis, quand je suis arrivé à Barbezieux, il y avait un cinéma qui venait de s'ouvrir qui s'appelait Le Club, qui est toujours d'ailleurs le cinéma de Barbezieux. Et donc, je suis allé voir tous les films qui passaient au club, mais tous, y compris les plus mauvais, parce que je ne pouvais pas m'empêcher d'y aller. J'adorais ça. Et ça m'est resté cette espèce de boulimie de cinéma. Donc, j'ai vu beaucoup, beaucoup de films dans ma vie, trop parfois, parce que j'en ai quand même vu beaucoup des mauvais, mais enfin, dès que j'aurais pu m'épargner de les voir. Et donc, je reste ce boulimique de cinéma. J'ai toujours cette envie d'aller découvrir des choses et de me faire cueillir à chaque fois. Et donc voilà, je reste ça. Si, je vais vous dire, j'ai vu, mais je ne l'ai pas vu au cinéma, mais c'est quand même un des plus grands films que j'ai vu ces dernières semaines. J'ai vu la Nuit du 12. d'accord. Ah oui. Il y a eu tous les Césars là, cette année, etc., Ouais. que je n'avais pas vu quand c'est sorti au cinéma, et que j'ai vu en pay-per-view sur ma télé, et c'était extraordinaire. Pardon, donc Très bien. allez-y. Merci. Votre matière préférée en terminale C? Le Alors, français. Non, alors je n'ai plus de français. Donc, la philo? ah non, je détestais la philo, j'étais très mauvais. Je détestais ça, Ah j'étais non, nul. Non, non, je vous jure, j'ai eu une très mauvaise note au bac en plus. C'est une des trucs où j'ai une rare matière où j'ai une mauvaise note. Non, non, je m'en sortais en disant ceux qui sont bons en français sont mauvais en philo et le contraire. Bon. Ça ne fait pas appel à la même chose, ça fait appel l'un au cœur, l'autre à la raison, et moi je suis du côté du cœur. Mais je dirais, je ne sais pas, l'anglais, parce que j'aimais déjà les langues étrangères et l'anglais en particulier. J'étais très très bon en anglais. J'ai eu 19 au bac en anglais. great, great, great. Great to hear, Philippe. Êtes-vous sujet à l'inadvertance? Oui. Oui, ben, il faut que D'accord, d'accord. Non, mais oui. La personne avec qui je vis pourrait vous dire ça. Oui, à l'inadvertance, à la maladresse, à la distraction, à la. Oui. D'accord, très bien. Jean-Jacques Goldman, votre chanson préférée? Puisque tu pars. Ah, j'avais veillé tard, moi. Non, puisque tu pars, vraiment. Mais D'accord. Veilletar est une chanson que j'aime beaucoup parce que j'explique. Alors, Veilletar, c'est autre chose. Veilletar, je l'évoque dans Arrête avec tes mensonges parce que je me sers de ces paroles, voilà, des paroles de Veilletar pour dire quelque chose à Thomas. Parce que le sens des paroles me sert pour raconter quelque chose à Thomas. Mais la chanson que je préfère de Goldman, c'est Puisque tu pars. Et ça, c'est aussi un aspect intéressant quand on confronte Jean-Jacques Goldman, l'auteur à Téléphone. texte, à téléphone, exactement. Oui. Et les deux sont forts sur les textes.
Oui, mais parce que oui, et en même temps, n'appartiennent pas du tout à la même logique. C'est-à-dire que Ah, ce qui est assez étonnant, c'est que, comment dirais-je, vous en avez un, moi, qui a un côté, donc Goldman. Goldman, moi j'adorais et j'adore encore, mais c'était regardé comme de la variété, voilà, comme un peu pour les filles, quoi. Alors que Téléphone, c'était du rock, c'était du son, c'était de l'énergie, c'était quand même autre chose. Et donc, Thomas et moi, nous étions très différents de ce point de vue-là. Il me regardait comme une midinette et moi, je le regardais comme un type qui aimait le rock et je comprenais rien. Enfin, c'était deux mondes mm, qui se rencontraient pas à ce moment-là. mm. Après, la question des textes, oui, bien sûr, mais c'était pas ça à ce moment-là. C'était l'idée de ritournelle gentillette d'un côté et de rock un peu malin de l'autre. Pour votre bac, vous avez eu un appareil photo Canon en cadeau de Ouais, vos parents. Vous l'avez même eu avant les résultats du bac, ce qui ouais. montre quand même la confiance que la famille avait en vous et les espoirs Mm. aussi sans doute. Vous l'avez toujours, votre appareil photo Non, je Canon? l'ai plus. Ça fait partie des choses que le temps a égarées. Donc, je le regrette, mais non, je l'ai plus. Vous passez 6 mois de l'année hors des frontières, c'est vrai? Alors, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais à une époque. Alors, d'abord, dès que j'ai été en âge de voyager et que j'ai eu les moyens de voyager, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Donc, voilà, j'ai beaucoup voyagé. Et puis, à un moment de ma vie, les hasards ont fait, enfin, ce pas des hasards, parce que c'est aussi des choix, mais que j'ai voulu prendre du champ, m'éloigner, etc., et aller vivre à l'étranger. Et donc, je suis allé vivre à Los Angeles, qui est une ville pourtant que je connaissais très mal et que j'aimais pas. Parce que j'étais déjà allé à Los Angeles avant j'avais fait comme tous les gens qui viennent à Los Angeles la première fois, c'est-à-dire j'avais cherché ce qu'il y a à voir et il n'y a rien à voir, parce qu'il n'y a pas de bâtiment distinctif, il n'y a pas de musée, enfin très peu, Mhm. voilà. Et que j'avais rien compris, parce que c'est une ville sur 80 km de longueur, qu'il n'y a que des routes, des autoroutes, des machins, bon, très bien, et que les gens font du sport dans des salles de sport à 6 heures du matin, donc je me dis, oulala, c'est pas pour moi. Donc je n'aimais pas du tout Los Angeles. Et les hasards de la vie font que j'y suis revenu et que tout ce que j'avais détesté, je l'ai adoré après, parce que je venais pas en tant que touriste, mais pour y vivre. Et que pour y vivre et pour y écrire. Et pour avoir du temps et de la disponibilité d'esprit pour écrire. Et donc, je me suis installé, alors c'était très chic, j'habitais sur Sunset Boulevard. Et donc, j'ai vécu là et je suis revenu à Los Angeles. Quasiment, j'y vivais, oui, parce on a 90 jours possible, mais comme je venais en général 2 fois par an, j'y passais, oui, pas loin de 6 mois par an. Oui. À partir de 2007 jusqu'à 2016 ou 2017, j'y ai passé, oui, entre 3 et 6 mois par an. Très bien. Euh, Quel est le plus grand mensonge que vous ayez jamais dit de votre vie? Oh, il y en a tellement. Si je vous le dis, ce sera plus un mensonge. Il faut que ça Ou le reste des mensonges. dernier, ou le J'ai dernier, tellement menti. ou le Je dernier en mens. date. Ah, Est-ce que vous le nous avez dernier. menti ce soir? Est-ce que j'ai menti ce soir? Ben là, comme ça, je n'aurais pas le sentiment de vous avoir menti, ce qui est rare, parce qu'en général, je mens toujours à un moment ou à un autre dans les interviews. Mais là, non, j'ai l'impression de ne pas avoir menti. Mais en vous disant ça, peut-être que je vous mens. Très fort. Dernière question de cette séquence. Qui vous manque le plus? Thomas, Paul, tous ceux-là qui ont été dans ma vie et qui n'y sont plus, ils continuent de me manquer chaque jour. Tous ceux que j'ai aimés et que la vie m'a pris. Voilà, Hmm, je n'ai jamais réussi à faire le deuil. J'écris des livres parce que je ne sais pas faire le deuil. hmm. En parlant, en parlant de ces amis disparus, je sais que donc Hervé Guibert Mm. est l'un de vos, je ne sais pas comment le qualifier, de vos mentors, Ouais, de vos inspirations. Lui qui, donc de façon intéressante, a écrit donc un texte à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, et qui était photographe également, oui, Hervé absolument. Guibert. Donc j'ai sélectionné quelques photos Ah, euh, de Hervé et que j'ai mis en surimposition, ou plutôt j'ai mis des phrases à vous en ah, surimposition sur des photos de Hervé Guibert. Je voulais juste les passer, vous les montrer, et que peut-être que si vous voulez les lire et puis juste faire un bref commentaire. Et puis d'accord, après, on arrivera au bout de notre soirée et on laissera la parole aux auditeurs, si ça vous convient. d'accord. Bon, eh ben, on se lance. Et il y en a quelques-unes. Alors attendez, il est où?
Attendez, j'ouvre la présentation. On va y arriver. Voilà. C'est pas un mensonge d'inventer des histoires, sauf si on les invente pas. Oui, ça c'est une réplique du film où on commence à comprendre que Victor sait que l'écrivain en sait plus qu'il ne dit. Et elle est belle cette photo. Et j'imagine que c'est Hervé qu'on voit dans le miroir en face, parce que ça ressemble à ses cheveux bouclés. Voilà, ça ressemble à ça souvent les photos d'Hervé Guibert, c'est ce noir et blanc, ce flou, ces portes entrebâillées, une silhouette qui se dessine. C'est très beau. La suivante. Ouais, bah j'imagine que c'est dans la même série de photos, parce que là aussi, c'est Guibert en silhouette, en surimpression. Exactement. Ça doit être d'ailleurs chez Suzanne ou Louise, enfin ses grands-tantes, ça doit être des photos prises à ce moment-là. Souvent, je pense à ce frère que je n'ai jamais eu. Ouais. Ça, c'est un des amants d'Hervé Guibert. Nous nous croisons dans un couloir rendu sombre par la pluie d'hiver de ces pluies qui inventent la nuit en plein jour. Belle phrase, ça. Belle phrase d'écrivain, non, Philippe? Bah, je suis plus mal placé pour répondre, donc. Moi, c'est une phrase que j'ai relue plusieurs fois. Je sais pas, j'y suis revenu. Donc, et c'est des moments, effectivement, qui peuvent être assez poétiques. Quand tout d'un coup, ça devient sombre. À la suivante. Donc ça, c'est avec Guibert, c'est un autoportrait. Je ne sais pas qui est la dame en photo sur la machine à écrire, mais là, il y a beaucoup de ces obsessions, parce que la statue, l'homme nu comme ça, la machine à écrire et lui, et ce regard face caméra très profond, à la fois interrogatif et violent et presque repoussant, dédaigneux. Je me demande si la froideur des pères fait l'extrême sensibilité des fils. Il manque des fils. Des fils. Dans la phrase. Mais oui, parce que j'avais un père très froid. J'ai beaucoup aimé mon père, mais il était pas chaleureux. C'était un taiseux, mon père. Donc je me demande si lui qui était si taiseux, de voir un fils qui écrit autant, ça devait le bousculer d'une certaine manière. Oui, oui. Et puis effectivement, et il y a aussi le papillon qui était déjà présent sur une autre photo. Donc peut-être que c'est la part des anges, ça, je ne sais pas. Peut-être. Ceux qui sont partis. Oui. Un hommage. Voilà la fameuse dernière phrase, une des dernières phrases. Vous allez écrire cette histoire, n'est-ce pas? Vous n'allez pas pouvoir vous en empêcher. Ouais. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est beau, ça, parce que c'est une phrase qui est prononcée par Lucas, par le fils. Et il y a tout dans cette phrase, parce qu'il y a à la fois le fait qu'il comprend que l'écrivain écrit quand même en puisant dans sa propre vérité intime, qu'il ne peut pas faire autrement, et qu'il a déjà ce besoin d'écrire sur ça. Et en même temps, c'est comme une autorisation qu'il lui donne. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, vous avez le droit de l'écrire, cette histoire. Une façon très pudique de lui dire. Oui. J'admire ceux qui n'exercent pas le pouvoir dont ils disposent. Oui, c'est vrai. Je crois à ça. J'aime bien ça. J'aime bien l'idée que des gens qui ont un pouvoir et qui ne l'exercent pas, ça me plaît. Je trouve que c'est la suprême élégance. Il y a 2 jours, quand je préparais cet événement avec vous, Philippe, j'avais envie justement de suivre ce précepte et de vous laisser en fait les clés de l'émission, c'est-à-dire de vous présenter 8 sujets et de vous laisser choisir les sujets qui vous inspiraient le plus. Okay. Mais je pense qu'on serait tombé peut-être dans une complication un peu logistique. Donc, j'ai utilisé mon pouvoir, je suis désolé, mon pouvoir d'intervieweur. J'espère que ça n'a pas été trop… Non, c'est bon escient, ça va. Ouais. On continue. Cela pèse lourd une absence, bien plus lourd qu'une disparition, parce qu'avec les morts, c'est commode. On sait qu'ils ne reviendront pas, tandis que les lointains nous narguent, nous font espérer. C'est dans Vivre vite, le livre que j'ai consacré à James Dean. Ouais. Ouais. Oui, c'est l'idée. Parce que dans les disparus, il y a ceux qui sont morts. Donc, effectivement, ceux-là, on les a perdus pour toujours. Puis, il y a ceux qui nous ont quittés, qui sont allés faire leur vie ailleurs.
Et il y a cette idée que parfois, il est assez insupportable de se dire que les gens qu'on a aimés sont capables de vivre sans nous et qui sont capables d'avoir une vie ailleurs sans nous. Et c'est ça que cette phrase veut raconter, c'est parce que c'est dans un épisode sur la vie de Jimmy Dean. Et je ne connaissais pas cette photo, elle est belle, mais c'est marrant parce qu'elle fait pas années 80, je trouve qu'elle fait années 50. Oui, tout à Mais, fait. mais je trouve que ce jeune homme a un côté années 50. Mais... Surtout avec la ceinture fine, effectivement, Oui, sur c'est sur ça. le pantalon en Oui, toile. enfin, il a un physique des années 50, je trouve. Voilà, c'est tout pour les Bien. photos. Donc, merci en tout cas de vous être soumis à cet exercice. Maintenant, on va passer donc aux questions des participants. Alors, je ne sais pas s'il y en a. Je vais juste faire rapidement Philippe O. Je ne sais pas s'il y avait des questions qui ont attiré Non, votre regard. non, pour l'instant, il y avait la question, effectivement, qui n'était pas de moi sur Lie With Me et comme le dit Karine, la directrice artistique du festival, en fait, ça n'a pas été la traduction qui a d'abord été prise par le distributeur australien du film. Ouais, c'est venu assez tard, une fois que le film était choisi et était acheté par l'Australie, de l'appeler Lie With Me. Donc, je ne savais même pas que c'était en fait le titre de la traduction aux États-Unis. Et puis, il y a une réflexion aussi de Ivan qui dit qu'il a lu tous vos films, qu'il a lu tous vos livres, sauf deux, et que ses préférés sont Le Passant de Lisbonne et Le Garçon d'Italie, et qu'il trouve que cela ferait de très beaux films. Alors, je ne sais pas si c'est en cours ou pas. Est-ce que vous avez encore Non, des c'est pas en projets cours, c'est pas en cours. d'adaptation? Non, c'est pas en cours d'adaptation, mais c'est vrai que en tout cas, oui, l'un et l'autre, je comprends pourquoi il dit ça. Oui, je vois bien pourquoi. Le Garçon d'Italie, il y a eu un projet pendant très longtemps. Ça a été assez loin. Il y a un scénario qui a été écrit, puis finalement, le film n'a pas réussi à se monter. Mais Le Garçon d'Italie, ça m'amuserait que ça devienne un film un jour. Alors moi, j'ai une question et une remarque. Déjà, vous avez cité Laurent Bonelli et ça m'a beaucoup touché parce que je le connaissais bien quand il était le libraire du Virgin et que j'étais moi-même éditeur. Donc, C'était un garçon formidable, ouais. Ah ouais, c'était vraiment avec une énergie folle, avec une passion pour ça. C'était très communicatif. C'était là, vous voyez, pour le coup, on disait ça, c'est que quand la mort frappe parfois au mauvais endroit quand même. Hein. Ouais. Ouais, c'était un passeur extraordinaire, un passeur de Ouais, livres et un amoureux de l'écriture qui était absolument. formidable. Et la question, en fait, c'est est-ce que vous avez participé à l'écriture du scénario de Lie With Me ou est-ce que dans ces cas-là, dans ces adaptations-là, vous travaillez sur le scénario ou vous laissez le réalisateur faire son propre film? Parce que vous avez beaucoup écrit de scénarios pour la télévision. Ouais, non, moi j'ai laissé Olivier faire exactement ce qu'il voulait. Ça me paraissait indispensable parce que je trouve que les romanciers sont souvent les plus mauvais adaptateurs de leur propre travail. Et encore plus lorsqu'il s'agit d'œuvres autobiographiques. C'est-à-dire que il faut savoir perdre les choses, il faut savoir en être dépossédé, il faut savoir prendre une distance par rapport aux choses. Et on est le plus mal placé pour prendre une distance avec une histoire qu'on connaît par cœur, qu'on a écrite, etc. Les plus belles adaptations sont des trahisons. Si vous faites un copier-coller d'un livre, vous ferez un mauvais film. Les mauvais films adaptés des livres sont ceux qui veulent être trop proches des films, des livres, et qui en font une sorte de copier-coller pas intelligent, etc. Un objet littéraire, un objet cinématographique sont deux choses totalement différentes. Encore une fois, on écrit dans la solitude, dans le silence, et on raconte des pensées intérieures. Un film, c'est dans le mouvement, c'est dans l'incarnation, c'est évidemment dans l'image et c'est dans un fil narratif que l'on tire. Vous voyez, le fil narratif choisi par Olivier Payon dans Arrête avec tes mensonges me paraît très malin. C'est-à-dire qu'on comprend encore une fois que le fils n'est pas aussi innocent. Voilà. Et à chaque étape, on découvre que ce n'est pas ce qu'on croyait. Bon. Et je trouve, ce qui n'est pas du tout dans le livre. Et je trouve que ça, c'est très bien vu. Donc, il faut savoir trouver une distance. Et justement, quand Olivier est venu et qu'il m'a expliqué les raisons pour lesquelles il voulait faire le film, elles étaient pour partie personnelles. Ce qu'il m'a dit, je le dis parce qu'il l'a dit publiquement, il dit « Moi, je serai un Thomas Andrieux qui a survécu ». Donc, voilà. Et ensuite, parce qu'il était plus intéressé par la partie des adultes, c'est-à-dire le rapport entre l'écrivain et le fils, que la partie de la jeunesse. Alors que dans le livre, c'est le contraire. La partie jeunesse est plus importante que de la partie adulte. Et donc, je me suis dit, voilà, déjà quelqu'un qui a un regard, qui a une vision sur les choses
et qui va faire quelque chose qui sera différent de la lettre du livre, mais qui sera fidèle à son esprit. Et c'est ça, à mon avis, la meilleure des adaptations. Donc, et encore une fois, je pense que les écrivains sont pas bien placés pour le faire. Puis c'est pas leur métier. Enfin, je veux dire, voilà, laissons faire à ceux qui savent faire. Et par contre, quand vous scénarisez, par exemple, pour la télévision, c'est C'est des commandes à chaque fois. C'est des Et donc commandes. ça m'amuse. Ça m'amuse parce que moi, je travaille jamais sur commande. Enfin, je veux dire, quand on écrit un livre, c'est l'exercice, c'est le lieu de l'exercice d'une liberté absolue. Et donc, on invente, tout vient de je sais pas où. Bon, très bien. Quand c'est un film, il y a quelqu'un qui arrive avec une commande en disant je voudrais faire un film sur tel sujet ou je voudrais adapter telle histoire ou je sais pas quoi. Et donc, j'aime bien l'idée de travailler sur commande sur un truc que j'aurais pas imaginé moi, voilà, d'aller sur un univers qui n'est pas forcément le mien. Ça m'intéresse. Et de travailler aussi sous une… On n'a aucune contrainte quand on écrit un livre. Et quand on écrit un film, on a une contrainte de temps, parce qu'en général, il faut rendre un scénario quand même. Voilà, on n'a pas 8 ans pour écrire un scénario. Et ensuite, une contrainte d'argent, parce que, oui, on parlait des Passants de Lisbonne à un moment. Dans les Passants de Lisbonne, je rase la ville de San Francisco dès le départ, qui périt dans un tremblement de terre. Si je veux faire ça au cinéma ou à la télévision, ça coûte un peu d'argent, vous voyez. Donc, je n'ai pas le droit de l'écrire. Donc on est toujours à se poser cette question-là. J'ai découvert ça dans les premiers films que j'avais fait, parce que dans le premier film, il y avait une scène de foule, il y avait, je sais pas quoi, des manifestants dans une rue, et on m'a dit non, ça coûte trop cher, on ne peut pas payer 200 figurants. Et donc j'ai compris après les choses et les obligations, et ça m'amuse de jouer avec ces contraintes-là. Mais en tout cas, je n'ai pas envie d'adapter mes propres livres, non, pas du tout. D'accord. Et je n'ai pas envie d'être réalisateur. Et je ne saurais pas le faire. Je veux dire, c'est une aventure collective dont je suis absolument incapable. D'accord. Eh bien, merci. Pour l'anecdote, je vois qu'il y a des gens du Royaume-Uni qui sont connectés ce soir. Donc, bonjour et merci beaucoup pour cette rencontre si intéressante. J'attends la sortie du film au Royaume-Uni avec impatience. Donc, très bien. Je dis bonjour aux amis de Londres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est maintenant, c'est le moment. Donc, à vos claviers, si vous voulez poser une question à Philippe Besson. Pas de questions? Moi, j'en ai des tonnes. Hein. Moi, je pourrais continuer. Alors. Et moi, je vais voir le film la semaine prochaine, quelqu'un dit. Bon, très bien. C'est une bonne résolution. En tout cas, le film est disponible donc partout sur les écrans en Australie. Donc, vraiment, moi, je conseille tout le monde d'aller le voir. Et bien sûr, de lire le livre aussi. Alors, je ne sais pas s'il faut le lire avant ou après, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Il n'y a pas de règle. D'abord, on n'est pas obligé de lire le livre. Enfin, je veux dire, c'est pas… encore une fois, ce sont deux objets distincts. Donc, l'un va sans l'autre. C'est ça que je veux dire. C'est pas… Voilà. Mais le seul avantage qu'il y a, je pense, c'est que comme ils sont différents, au moins, on n'aura pas l'impression de répéter quelque chose. Et pour le coup, ce qui est assez curieux, pour avoir fait beaucoup d'avant-premières, c'est que beaucoup des gens qui ont vu le film, vous savez, les gens qui avaient vu le film et qui avaient lu le livre avant, ils craignent toujours. Les gens qui ont lu un livre sont persuadés qu'il va être évidemment très mal adapté. Alors, ils n'ont pas tort, c'est souvent le cas. Et là, ce qui était curieux, c'est qu'à la fin du film, après les avant-premières, d'abord, les gens restaient dans la salle, presque tous pour les questions, donc c'était bon signe. Et ils disaient ça, ils disaient, ceux qui avaient lu le livre, que oui, il y avait beaucoup de liberté qui était prise par rapport au livre, mais qu'ils en avaient retrouvé l'esprit et l'émotion. Donc voilà, ça me fait plaisir. Mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation de lire le livre avant ou après. C'est pas… Voilà. Si, j'insiste, il y a une obligation. C'est un livre d'utilité publique. Moi, je le recommande à la lecture de tous, même au lycée, aux adolescents. Je pense que ça devrait être un livre, justement, qui fait partie du cursus. Peut-être, voilà, qui fait partie d'une éducation sur la manière d'être et la manière de ne pas être. Voilà, mais on va s'arrêter là. En tout cas, Philippe Besson, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Je suis vraiment très reconnaissant de votre temps. Je sais que vous êtes très pris, et puis c'est du temps pris sur l'écriture aussi, sans doute.
Sans doute le prochain est-il déjà en cours Oui, d'écriture, il est très avancé. Oui. très avancé. Donc, mais merci infiniment voilà, de votre gentillesse et aussi de votre candeur dans la façon dont vous répondez aux questions. Vous vous êtes livré complètement. J'ai posé des questions qui étaient quelquefois peut-être un petit peu chargées d'émotions et vous avez joué le jeu. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça. C'est une Merci à rencontre vous. dont je me Merci souviendrai infiniment. souvent. Et je vais laisser peut-être les derniers mots à Philippe O, donc Philippe Osterman. Un immense merci, Philippe. J'ai vraiment adoré, et je pense que tout le monde est resté jusqu'au bout, donc ce qui est toujours un excellent signe. Dans ce cas-là, ça veut dire que vraiment c'était une conférence formidable. Je remercie aussi Olivier pour son intervention et les idées brillantes qu'il amène au Bistro Philo. Donc, on aura des Bistro Philo un par mois tout au long de l'année. Je rappelle aussi que le festival dure jusqu'au 5 avril et qu'après, il y aura encore une petite semaine de ce qu'on appelle les encore screenings. Donc, c'est les films qui ont le mieux marché au festival qui seront encore diffusés pendant tout le week-end de Pâques. Mais vraiment, Philippe, un très, très grand merci. Voilà, ça ne donne qu'une seule chose, c'est l'envie de lire et de relire vos livres et qui sont d'ailleurs en partie disponibles à la médiathèque de l'Alliance. Donc, n'hésitez pas à venir à la médiathèque. Ils sont aussi disponibles sur Culture Tech, qui est le site réservé aux membres et aux étudiants de l'Alliance française. Donc, un immense merci, Philippe, et vraiment au plaisir de vous voir à Sydney et de pouvoir organiser ces débats et ces talks en live, en D'accord. présentiel, Merci. comme on dit. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre présence, pour votre écoute. Et voilà, j'étais très heureux d'être avec vous ce matin pour moi, ce soir pour vous. Et voilà, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Philippe. Bonne journée et merci à tous les Bonne journée. auditeurs. Et à Merci bientôt. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Merci.